qui nous guide, c'est l'hyper-réactivité, parce que les choses évoluent très vite, et l'hyper-solidarité. On est confronté à un événement mondial, à un événement d'une profondeur et d'une durée dont nous ne connaissons pas exactement la mesure, mais que l'on sait certainement très au-delà des grands à-coups que nous avons connus jusqu'alors. Hyper-réactivité, cela veut dire que dans nos domaines de compétences, et j'étais ce midi avec des chefs d'entreprise, mais dans nos domaines de compétences tourisme, dans nos domaines de compétences éducation, dans nos domaines de compétences formation, dans nos domaines de compétences vie associative, etc., transport, dans nos domaines de compétences, nous devons, et je veux que nous soyons véritablement en permanence en alerte. En permanence en alerte. Il ne s'agit pas pour nous de minimiser. Minimiser, ça voudrait dire on fait le gros dos, puis on verra pourvu que ça fasse pas trop. Chaque action qui peut permettre, chaque décision qui peut permettre de limiter la contamination doit être mise en œuvre. Doit être mise en œuvre. C'est ça la réactivité. La réactivité, c'est faire en sorte que nous soyons, par exemple, au niveau de nos services, avec un plan de continuité d'activité qui est d'ores et déjà activé, ce qui veut dire concrètement, vous avez vu ce matin qu'une région était directement concernée, puisque à la fois son directeur général des services et sa directrice des ressources humaines étaient testées positives. Être réactif, ça veut dire anticiper. Et d'ores et déjà, nous avons anticipé l'organisation en faisant en sorte qu'un certain nombre de nos cadres, un certain nombre de nos techniciens puissent, si c'est nécessaire, poursuivre leur activité au service de l'action collective depuis leur domicile. Depuis leur domicile. Être réactif, cela veut dire travailler totalement avec les autres niveaux d'action publique. C'est le travail avec le préfet et je serai demain soir avec l'ensemble des forces économiques, l'ensemble du réseau bancaire, etc., à examiner la manière dont nous pouvons et nous devons agir ensemble. La réactivité, c'est par exemple, s'agissant des entreprises, je le disais ce midi, avoir une lisibilité immédiate de qui peut m'aider. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis chef d'entreprise et que, au plan du marché ou au plan de mes ressources humaines, les choses viennent à... C'est notre engagement. Cette mobilisation de la région, elle doit être solidaire, et les solidaires, paiement le plus vite possible des factures. Nos entreprises partenaires sont d'ores et déjà fragilisées, parce qu'un certain nombre de marchés tombent, etc., etc. Elles sont fragilisées. Si on a par ailleurs des collectivités qui font le job, l'entreprise a travaillé, on accélère le processus de paiement, c'est quelque chose qui limite la fragilité financière. Donc il s'agit vraiment d'avoir là-dessus une très très grande mobilisation. À l'échelle de la région, nous allons avec une visibilité à 1 mois. Ça peut être glissant, ça sera peut-être plus d'1 mois malheureusement si on va au-delà, et quand je dis 1 mois, c'est à l'horizon du 15 avril. Prendre des positions claires concernant maintien ou pas maintien d'un certain nombre de manifestations. Tout ce qui peut concourir, contribuer à freiner l'expansion doit être fait. Et j'ai fait partager ce matin même au ministre en charge de la mise en œuvre de notre grand projet, qui est le projet Goût de France, mon avis sur le fait qu'il était souhaitable, même si on n'est pas plus de 500, qu'il était souhaitable de déplacer. La décision est, à l'heure où je vous parle, prise par le ministre d'un déplacement de la manifestation sur le mois d'octobre. Je ne veux rien laisser au hasard. S'il y a
des manifestations qu'il ne faut pas tenir, parce qu'en ne les tenant pas, on contribue à la maîtrise du risque d'expansion, on doit, en responsabilité, on doit le faire. Et nous le ferons. Nous le ferons par rapport à des choses qui se passent ici même. Je crois que tout ce qui peut être reporté doit être reporté en matière d'une organisation économique, un rassemblement économique, d'acteurs économiques. Ce matin, on avait avec Anne Beignet un rassemblement de chercheurs, etc., etc. Je vous le dis, nous allons prendre contact avec les organisateurs en disant la position de la région, aucun risque, ne laissons rien au hasard. Si on peut déplacer des choses, on les déplace. Même si le seuil est à 500 et qu'on ne sait pas, j'entendais hier, ça m'a scandalisé, il y a un concert, 1800, il est interdit, c'est pas grave, on en fait deux à 900. Honnêtement, s'il y a des personnes qui sont positives là-dedans, c'est s'exposer tout autant à l'expansion de la maladie. Donc, en responsabilité, une position qui sera une position tout faire pour contribuer à limiter les cases. Maintenant, dans les domaines où nous avons des responsabilités, quelques indications. Tout d'abord, je vous le disais, travailler avec. Nous avons une task force État, région, BPI, qui sont les trois pivots des interlocuteurs de l'entreprise. Il ne s'agit pas qu'il y ait la directe de son côté, DevUp du sien et BPI d'autre part. J'ai eu et j'ai fait état de la volonté de la région de participer à ça. C'est dans ce cadre-là que nous avons demain soir la réunion avec les réseaux bancaires. Pour ce qui nous concerne, on a des groupements de prévention agréés qui sont répartis sur l'ensemble des départements. Ces groupements de prévention agréés, c'est une organisation unique, Jean-Louis, à notre région, qui n'existe pas dans les autres régions. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont capables d'aider d'autres chefs d'entreprise dans des situations qu'on imaginait plutôt comme des situations classiques de fragilité financière, etc. Nous les mobilisons en leur disant un entrepreneur qui est seul par rapport à une dégradation brutale du marché, par rapport à un impact direct de la maladie chez lui, il peut gagner à avoir une réflexion, un avis, etc. Nous leur demandons de se mobiliser. Nous avons un fonds de prévention des difficultés des entreprises. Ce fonds de prévention des difficultés des entreprises, il était doté d'1 million d'euros. Nous le portons à 2 millions d'euros, de manière à ce que nous puissions intervenir en très vite, décision de CP quasi immédiate, etc., pour apporter une réponse à des entreprises, notamment des PME, vous voyez l'échelle, notamment des PME qui se trouveraient dans une situation de fragilité. Le but, c'est que les entreprises n'aillent pas au dépôt de bilan quand elles sont sur des fondamentaux qui peuvent leur permettre, au-delà de la maladie et du traumatisme qu'elle entraîne, qui sont en situation de repartir et de continuer à se développer. Il faut éviter que ce trou d'air très dur, très violent, ne se transforme en catastrophe économique. De la même manière, nous avons un fonds régional de garantie. Ce fonds régional de garantie sert à inciter le réseau bancaire à apporter des prêts aux entreprises. Ils apportent des prêts aux entreprises, mais ils veulent des garanties. Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, ce fonds régional de garantie, qui intervient à 50-50, quand il faut mettre 100, il y a 50 qui viennent de la région, 50 qui viennent de BPI. Là, il couvre jusqu'alors 70%, c'est 70% des fonds prêtés qui sont garantis. Nous passons à 80% des fonds qui seront garantis. C'est-à-dire quand une banque aide une entreprise sur une ligne de trésorerie, sur un prêt à court terme pour passer ce cap, la région, avec la BPI, en accord avec BPI, mais sur notre incitation, la région et la BPI apporteront ensemble 80%, chacune 40%. On augmente le niveau de garantie qui sera apporté aux banques pour qu'elles interviennent sans délai. On a un prêt qui est un prêt croissance TPE. Ce prêt croissance TPE, il est normalement, comme son nom l'indique, tourné vers l'accompagnement de la croissance des TPE. Nous allons le mettre au service de l'accompagnement du maintien de l'activité de ces TPE. C'est important. On intervient, je crois Jean-Louis, là-dessus, entre 10 000 et 50 000 euros.
nous maintiendrons notre niveau d'intervention. On va le mettre en œuvre pour aider les entreprises dans ce moment particulier, et il est doté d'1 million d'euros. En ce qui nous concerne et pour nos entreprises, pour les entreprises qui travaillent pour nous, nous allons, c'est un engagement des services, accélérer le traitement des factures pour qu'elles puissent être payées le plus vite possible, je le disais tout à l'heure. Voilà sur le volet économique. Il est central parce que on a beaucoup, vous savez, la vie des entreprises, c'est parfois des grands groupes et on pense beaucoup à ça, mais c'est aussi essentiellement, notamment par rapport à l'emploi, c'est essentiellement des petites et moyennes entreprises qui, pour certaines, sont dans des grandes situations de fragilité. Elles y arrivent, ça passe, etc., mois après mois, et quand vous avez un trou d'air, quand vous avez 50% des commandes qui s'effondrent d'un coup, ou quand vous avez votre approvisionnement qui ne vient plus, tant et si bien que la pièce que vous devez livrer, il manque 2 éléments à la pièce que vous devez livrer, qui sont coincés en Chine, qui sont coincés en Italie, que vous ne pouvez pas récupérer, vous ne pouvez pas livrer votre pièce, vous ne pouvez pas avoir les retours, vous avez payé vos salaires, vous avez payé vos charges, vous avez payé le fonctionnement de l'entreprise, vous avez payé votre matière, et là, ça peut être très difficile. Donc voilà pour le volet qui est le volet de l'économie. Le volet du tourisme. Alors on a l'habitude ici, quand on parle du tourisme, d'en parler avec beaucoup d'euphorie, à juste titre, parce qu'on a connu et on connaît une période qui est une période de fort développement. Aujourd'hui, les entreprises de tourisme sont les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics, on en connaît bien, nous, il y en a un qui s'appelle Chaumont, il y en a qui s'appelle Chambord, etc., qu'ils soient privés, qu'ils soient support associatif, peu importe, sont confrontés à, là aussi, une inversion qui est peut-être encore plus brutale aujourd'hui que celle que nous vivons dans l'industrie. Pourquoi? Il y a le directeur régional du tourisme qui est là. Pourquoi? CRT qui est là. Pourquoi? Parce que en termes de, c'est la période des réservations. Et comment voulez-vous que les gens aillent réserver? Ils ne savent pas le terme de cette crise. Ils voient des destinations au niveau aéroportuaire qui sont fermées. Ils voient de loin les images que font passer la télé qui sont des images de préoccupation. Donc c'est le point le plus bas et ça se traduit par des annulations de réservations. Et au moment où on devrait être dans une explosion des réservations, eh bien on voit bien que ce n'est pas au rendez-vous. C'est quelque chose qui est important et qui, pour le coup, ne pourra pas être totalement corrigé dans l'aspect international. On ne vend pas notre région à l'international à partir du 15 juin, pour être clair. Ça n'existe pas, ce n'est pas la vraie vie. Ça se vend au mois de février, ça se vend au mois de mars, ça se vend dans les salons que nous connaissons. Et donc aujourd'hui, on est dans ces moments particuliers. Et nos entreprises de tourisme, qu'il s'agisse de l'accueil, qu'il s'agisse de l'hébergement, qu'il s'agisse de la restauration, c'est des entreprises qui sont, pour l'essentiel, des entreprises fragiles. Ce que nous allons faire en la matière, c'est garder, je le disais, l'essentiel de ce qui éclaire cette saison touristique. Goût de France, ça n'aura pas lieu le 16 avril, c'est reporté en octobre, et ça aura lieu en octobre, avec la même importance que celle que nous avions prévu de donner. Il s'agit d'un report. Pour un certain nombre de choses, il est évident qu'il faut changer de pied. Et la communication à l'international que nous avions prévue à un niveau qui était aussi important que celui des années passées, et notamment de l'an passé, cette communication à l'international qui tomberait à plat aujourd'hui. Si vous avez sur votre écran une destination, etc., vous n'allez pas lui accorder la même importance qu'il y a un mois ou un mois et demi. Eh bien, nous allons y substituer une communication pour mobiliser au niveau national. On va renforcer pas en ce moment, on ne va pas mettre nos beaux châteaux dans les couloirs du métro en plein moment de la crise, parce que là aussi, ça ferait le paquebot coule et l'orchestre continue à jouer. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'être dans l'accompagnement de ce que ressentent et vivent et partagent nos concitoyens, mais dès après, mobiliser la dimension nationale du tourisme. Et donc on aura une part significative de la communication destinée au tourisme qui va se recentrer, juste après la période aiguë que nous connaissons, qui va se recentrer sur les clientèles régionales et nationales. Régionales et nationales, j'ai parlé de Paris, mais ça peut être aussi
un certain nombre de destinations, un certain nombre d'origines qui nous entourent, d'autres régions, Lyon, Bordeaux, etc. On y travaille et on pourra bien évidemment là-dessus vous donner des choses. Je vous donne un exemple. On prévoit d'ores et déjà une campagne de télévision nationale qui pourra se développer sur la fin du printemps, de manière à faire vivre à nouveau cet engouement, ce plaisir d'aller retrouver la Loire à vélo, d'aller retrouver nos bonnes tables, d'aller retrouver nos guinguettes, d'aller retrouver nos châteaux, d'aller retrouver nos parcs, nos jardins, nos PNR, etc., etc., dans cette année des anniversaires du classement au patrimoine mondial. Pour le tourisme comme pour les entreprises, accélération du versement des subventions qui étaient accordées à un certain nombre d'acteurs économiques. Je fais le lien avec culture et sport. Culture et sport, il y a un certain nombre d'événements qui sont d'ores et déjà impossibles à envisager. Je pense bien évidemment, la question qui nous est posée aujourd'hui, elle est une question qui va... moi, je ne sais pas ce qui sera fait par rapport à un grand événement, un très très grand événement qui marque notre région, qui est le printemps de Bourges. C'est au niveau de l'État que la décision va être prise. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et puis, nous, on avait prévu d'organiser le fameux spectacle qui a souffert de la sécheresse l'an passé, le spectacle Polocchio. On avait prévu de le mettre le jour anniversaire de mai à Amboise. Bon, moi je ne prends pas le risque de dire celle de mai, peut-être qu'on sera sorti d'affaire. Personne n'en sait rien et ce serait dramatique. Donc on a des choses qui aujourd'hui vont s'arrêter, d'autres vont être reportées. Si le printemps de Bourges n'a pas lieu, il ne pourra pas être reporté parce que vous avez la date des grandes manifestations, etc. Peuvent-ils faire évoluer le produit? Moi je suis en train de... Mais attention, ne prenons pas de risque. Beaucoup d'autres événements, certains vont être reportés. Quand ils seront reportés, les subventions qui étaient prévues pour aujourd'hui, subventions régionales, seront apportées demain. On le dit très clairement. D'autres vont être annulés. Quand il y a des assurances, certains sont couverts par des assurances. Il pourra y avoir récupération partielle des charges engagées, parce que le spectacle ne se paie pas au dernier moment. Des charges engagées. Au dernier moment, on collecte les entrées. Quand il n'y a pas d'assurance, souvent une part non négligeable des charges sont engagées et il n'y aura pas de rentrée. Dans ces cas-là, nous disons très clairement aux porteurs que nous allons avec eux, par rapport à ces manifestations culturelles, voire sportives, mais c'est ça, surtout les culturelles qui nous alertent aujourd'hui, nous disons très clairement aux porteurs de ces manifestations, la région solidaire, la région analysera, dialogue de gestion, avec vous, les différentes lignes de votre budget. Ce qui ne sera pas dépensé n'est pas dépensé, ne pourra pas faire l'objet de subventions, bien évidemment, c'est de l'argent public. Ce qui sera remboursé par les assurances ne pourra pas faire l'objet de subventions, c'est normal, c'est de l'argent public. Par contre, là, vous avez engagé des charges et que vous n'êtes pas en situation d'organiser l'événement ni de le reporter, à ce moment-là, la région maintiendra la part de subvention correspondante à cela. Donc, la région complètement solidaire. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les organisateurs de spectacles, c'est à 98% des assos, des acteurs locaux, des passionnés, des artistes, etc., etc., qui se crèvent depuis 10 ans, depuis 15 ans pour monter un festival, pour monter une manifestation. C'est le bonheur de notre région. Il y en a eu 700 en région l'an passé à l'occasion. Là, on avait déjà 250 événements dans les boîtes pour les nouvelles renaissances. Si on leur dit « Ah ben c'est dommage, nous la subvention n'est pas versée, votre truc il n'a pas lieu, on arrête », ces gens-là, non seulement ils vont énormément souffrir cette année, mais la plupart sont morts. Donc la région solidaire, la région cas par cas, avec ses structures, analysant les conditions de leur redémarrage. Situation aussi par rapport au personnel. Je sais que les intermittents demandent, vous savez qu'il y a le droit à l'intermittence, il est lié au nombre de cachets que vous avez eu sur une année déterminée. Et là, si vous prenez une année dans laquelle il va y avoir 3 mois qui vont être temps mort, nous demandons avec les intermittents à l'État que la durée de calcul, ce ne soit pas 1 an, mais ce soit 15 mois, de manière à neutraliser
quelque chose dont ils n'ont pas la responsabilité, qui correspond très directement aux effets de la crise. Vous le savez, une de nos compétences centrales, c'est l'éducation. J'ai appris, pas confirmation, mais j'ai appris il y a quelques minutes qu'une des universités parisiennes fermait. Bon, ça veut dire quand même, gros effet de souffle. Ça veut dire que, bien évidemment, on va voir ce que dira le président ce soir. Je représentais les régions dans une réunion avec le Premier ministre à nouveau mardi prochain. Ça veut dire quand même que par rapport aux lieux de concentration, et les lycées sont des lieux de concentration, on a un vrai sujet. Donc là-dessus, nous appliquons tous les matins, il y a une réunion qui est faite avec nos services au rectorat pour suivre l'évolution. Nous sommes extrêmement attentifs. Nous sommes impliqués à la fois pour la restauration, pour l'hébergement. Nous sommes impliqués également pour le transport, vous le savez, la responsabilité transport. Et nous sommes impliqués sur tout ce qui est la vie numérique de la pédagogie. Je vais vous donner des précisions. Si les établissements sont fermés, nous ferons en sorte, bien évidemment, que les élèves, ça puisse se faire avec le fonctionnement des services de transport jusqu'au moment de leur retour, y compris pour ceux qui sont internes. Si ça ferme un mercredi ou un jeudi, il y a des services qui sont prévus le samedi pour le retour des internes. Donc tout ça, on suit ça au jour le jour. Parallèlement, il y a le problème de la pédagogie. Le ministère a la volonté que puisse être conservée, développer une relation entre les enseignants qui seront chez eux et les lycéens qui seront également chez eux. Cette relation, elle peut vivre par le numérique. Nous avons financé les espaces numériques de travail, nous avons financé à travers les réseaux, nous avons financé à travers les équipements. Vous vous souvenez ce qu'on a fait à la dernière rentrée pour les lycéens, gratuité pour les boursiers, enfin pas gratuité, non, 300 € pour les boursiers, non, 30 €, 27 €, ça revient. C'est pas... 27 € pour les boursiers s'y part, etc., jusqu'à aux alentours de 300 € pour ceux qui n'étaient pas boursiers au lieu de 580 €. Donc on a aidé à l'équipement. Cet équipement peut fonctionner. Il faut que les ENT fonctionnent, les espaces numériques de travail, d'où mobilisation de notre groupement d'intérêt public RESIA là-dessus, de manière à ce que, autant qu'ils le souhaiteront, nos enseignants puissent continuer à orienter le travail de leurs jeunes, donner des boulots, des exercices, des travaux, des recherches, des lectures à faire, voire recevoir, certains le font déjà, hein, voire recevoir un certain nombre de ces travaux pour avoir un regard dessus, les corriger, etc. Et certains nous disent, on va expérimenter des cours à distance, si on arrive à avoir l'ensemble de notre classe, des cours à distance, des MOOC, etc., etc. On est très mobilisé, non pas sur le contenu pédagogique, ça regarde l'éducation, mais sur les outils qui vont permettre de faire cela. Et on travaille étroitement avec le rectorat. S'agissant des voyages scolaires, vous savez qu'on a un dispositif qui s'appelle Trans-Europe Centre, dans lequel on apporte une contribution importante de la région pour que le reste à charge ne soit pas supérieur à 120 €. Je crois qu'on est à 120, on dit à 120 € maintenant pour les familles. On a un certain nombre de voyages qui sont annulés. Nous regardons à chaque fois s'ils peuvent être reportés. Et s'ils sont annulés, s'il y a des choses qui ont été engagées par rapport à des transporteurs ou à des logeurs qui ne peuvent pas être récupérés, eh bien, nous ne laisserons pas le budget de l'établissement avec ce creux. Nous prendrons notre part de responsabilité, comme on le fait en matière de culture. S'agissant de la mobilité et de Rémi, transport interurbain et transport scolaire. Transport scolaire, je vous ai dit, on veillera à ce que les transports soient assurés jusqu'à ce que les élèves rentrent chez eux, s'il était décidé que les élèves devaient rentrer chez eux. Et ça vaut pour les petits de maternelle et d'école, comme pour les collégiens, comme pour les lycéens. Notre responsabilité de transport est transversale. S'agissant des transports de manière plus globale, là nous appliquerons bien évidemment les consignes qui sont données par l'État. Si les transports ferroviaires doivent fonctionner, ils fonctionneront. S'il est émis un arrêt à leur fonctionnement, on prendra bien évidemment toutes les mesures pour qu'il en soit ainsi. De la même manière pour les transports interurbains par car. Là, nous sommes dans l'application des consignes. Sur la formation professionnelle,
On a un énorme budget formation professionnelle, formation des demandeurs d'emploi, c'est les dispositifs défis, etc., etc. Eh bien, s'agissant de la formation professionnelle, on maintient la rémunération des stagiaires pour les formations qui sont engagées, bien évidemment. Et dans le cas où un arrêt de formation serait décidé et un report impossible, une annulation pure et simple, nous regarderons avec les entreprises, avec les organismes de formation qui sont publics, privés, associatifs, qui portent la formation, quel impact il y a sur leur budget, parce que là aussi, parfois, il y a des frais qui sont engagés et qui, c'est pas parce que l'action de formation s'arrête un mois avant la fin que les frais tombent immédiatement. Voilà. Je vous dire un mot aussi de la mobilité et de la coopération internationale. On avait, c'est important, 150 départs prévus en mars qui, au titre d'Erasmus étudiants, ils sont annulés. On a 50 départs prévus en avril, ils sont annulés. Quand je vous disais tout à l'heure, prend des décisions, on n'essaie pas de savoir si le pays, ceci, cela, il faut être clair, il ne faut pas prendre de risques. Et puis on a des volontaires internationaux, il y en avait une en Chine, elle est rentrée juste au moment où les choses, juste avant que les problèmes apparaissent dans leur grande acuité. Et on a 3 autres volontaires qui sont sous la responsabilité de France Volontaire. Et la position de France Volontaire, c'est d'être attentif à ce qu'ils soient dans des zones qui aujourd'hui ne sont pas infestées et le sont moins que certains territoires français, puisque désormais toutes les régions sont touchées. À travers ça, notre posture, c'est, vous le voyez bien, travailler avec l'État, travailler avec les entreprises, travailler avec le réseau bancaire, travailler avec les associations, travailler avec les grands services publics, éducation nationale, les transports, etc., etc. Il faut vraiment l'affirmation d'une très forte, d'une totale solidarité des acteurs publics. Et nous invitons, lorsqu'il y a des partenariats, je parlais tout à l'heure de la culture, je parlais de l'événementiel, je n'ai pas parlé des salons qui tombent les uns après les autres, nous invitons bien évidemment l'ensemble des collectivités territoriales qui peuvent être cofinanceuses d'un certain nombre des actions dont je viens de parler, à partager avec nous ces réalités et à voir ensemble comment, avec le même état d'esprit, on peut avancer. Il s'agit de faire en sorte que, au-delà des inquiétudes, des souffrances ou des détresses que tel ou tel pourrait connaître et auxquelles on sera particulièrement attentif, de faire en sorte que pour l'essentiel, nous puissions sortir de cette crise avec une région qui aura affirmé sa solidarité et une région capable d'être réactive et de repartir dans tous les domaines dont je viens de parler. Donc je voulais vous faire partager, vous voyez, des séries de mesures. On a, avec les collègues de l'exécutif, passé en revue tous ces secteurs. On a un site d'information qui nous permet de tenir informé l'exécutif en temps réel, très en lien avec la direction. Et on est disponible pour répondre que la pire des choses, c'est la mauvaise information là-dessus. Vous le savez, la mauvaise information, c'est j'ai entendu que, ça part, la trouille s'empare de tout. C'est très important qu'on ait en transparence avec vous les communications régulières nécessaires. Voilà. Alors il y a autour de la table à la fois la directrice générale des services, Florence Pelot-Lavigne, il y a le directeur de cabinet, Alex Tinceau, il y a le directeur du CRT, Comité régional du tourisme, il y a le directeur du GIP, qui est, du GIP, de DevUp, qui est notre agence de développement économique, et qui est en même temps directeur de l'économie. On a la directrice de la communication, et puis on a avec Kim les relations à la presse. On est totalement disponible pour répondre à vos inquiétudes, vos questionnements, y compris sur des champs que je n'aurais pas évoqués à l'instant. Je vous en prie. Je voulais d'abord savoir, parce que dans toutes les mesures que vous avez évoquées, il y a une grande place qui est faite au cas par cas, et je veux savoir, est-ce que au niveau de la région, il y a suffisamment simplement d'effectifs, de monde, pour réussir à traiter tout ce cas par cas sans être débordé?
Madame la directrice générale des services. Alors effectivement, on dispose de ce qu'on appelle un PCA, un plan de continuité des activités, qui permet direction par direction, action, dispositif par dispositif, d'identifier le nombre de personnes nécessaires à pouvoir mobiliser pour suivre l'ensemble des activités de la collectivité. Donc effectivement, pour les domaines que vous évoquez, pour pouvoir instruire les dossiers, que ce soit en direct dans les directions, que ce soit dans les fonctions support, à la DRH, à la DSI, à la direction des finances. Donc tout ça est identifié avec, dans chacun des cas, le nombre de personnes à mobiliser. On recense effectivement les personnes qui auraient plus de difficultés à se déplacer parce qu'elles peuvent avoir des enfants en bas âge, etc. Et donc du coup, on ira mobiliser dans les autres directions des fonctions ressources s'il y a besoin pour pouvoir assurer l'ensemble du suivi des missions à assumer rapidement. D'accord, donc concrètement, ça représenterait éventuellement des embauches ou vous pouvez faire avec vos moyens? Non, on fera avec nos moyens, puisqu'il y a aussi des activités qui peuvent être mises un peu plus en stand-by, sur lesquelles il n'y a pas besoin d'une continuité absolue. Donc c'est ça qu'on identifie. Et moi, je tiens à féliciter, à remercier vraiment tous les agents. Il y a une très très grande solidarité. On a eu besoin, là, cette semaine, de mobiliser une trentaine d'agents pour mettre à jour l'ensemble des bases contacts de tous nos agents, parce qu'il faut pouvoir les prévenir par SMS. Il y a 3300 agents dans la collectivité. Spontanément, toutes les directions ont proposé de mettre à disposition du personnel pour pouvoir mettre à jour ces bases contact. Donc voilà, une très grande réactivité, une très grande solidarité, et on sait qu'on pourra la mobiliser s'il y a besoin demain. Justement, sur ce sujet, le président évoquait des cadres et des agents susceptibles donc, de poursuivre leur activité chez eux, le cas échéant. Est-ce que c'est déjà le cas? Nous avons développé, expérimenté, puis développé l'année dernière le télétravail. Et donc nous avons aujourd'hui 275 télétravailleurs réguliers qui sont équipés. Sur les 3300 agents. Alors, sachant que dans les 3300 agents, vous en avez 2500 qui sont dans les lycées, donc oui, voilà, qui par définition ne sont pas concernés. Donc sur les agents du siège et dans les services administratifs, ce sont un tiers des agents qui aujourd'hui sont déjà équipés et qui sont déjà volontaires pour être dans le télétravail et qui le pratiquent régulièrement. Et nous sommes en train de regarder, justement, j'ai une réunion juste après, pour pouvoir doter de façon complémentaire des agents qui ne seraient pas des télétravailleurs réguliers, mais qui pourraient être amenés à travailler à distance. Vous évoquiez du coup tout l'impact sur l'économie. Est-ce que vous arrivez à la chiffrer déjà aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez également nous dire combien vous avez prévu d'allouer? Vous parliez d'aider au cas par cas, d'apporter de l'argent. Est-ce que vous avez une idée du budget que vous allez faire pour la culture? Alors là, je vous ai dit plusieurs choses. Restons sur l'économie instant, on parle de la culture juste après. Sur l'économie, est-ce qu'on peut chiffrer la profondeur de l'impact? Non, on ne peut pas le faire aujourd'hui. En cheminant là un instant avec le directeur de DevOps, directeur de l'économie Jean-Louis Garcia qui est présent, il me disait, je viens d'avoir l'information comme quoi nos éleveurs sont très préoccupés parce que les veaux qui naissent ici, qui sont dans le premier âge, nourris ici, partent pour l'engraissement en Italie, d'accord, à la plaine du Pô. C'est historique, c'est comme ça depuis des dizaines d'années. Pas forcément la meilleure solution, c'est comme ça, ok? Tout d'un coup, l'Italie dit fermez. Vous avez des petites bêtes dans les prés, dans les étables, l'engraissement ne se fait pas, ça se joue. Donc, chaque heure qui passe dit ça. J'étais hier avec un responsable de l'agroalimentaire, d'une grande boîte d'agroalimentaire dans la région, qui me disait mes produits de première nécessité, hop, la demande elle est comme ça, mes produits élaborés, la demande elle est comme ça. Et finalement, quand je regarde, c'est pas trop mal parce que ça fait à peu près le même niveau moyen. Si je suis réactif et je réorganise mes productions, je peux y arriver. Sauf que une partie non négligeable des produits, de ce qui lui permet, de la matière qui lui permet de faire des produits de première nécessité, bloquée quand ça vient de certains pays. Donc c'est vous dire exactement où va se situer le niveau d'impact, je ne peux pas le dire. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'être attentif à toutes les situations, notamment aux situations des PME, parce que ce sont les plus fragiles. Ce sont les plus fragiles. Une PME, ça passe dans le rouge à la vitesse de l'éclair. Et c'est en dépôt de bilan aussi vite. Donc, les outils dont je vous ai parlé, plus 1 million, on va affecter à un certain nombre de choses. C'est pour faire en sorte que ces entreprises soient à la fois accompagnées, mais puissent bénéficier soit d'interventions bancaires
sécurisés par les garanties qu'apporte la région du pays, soit d'aide dans les deux dispositifs dont j'ai parlé. Je serais vraiment totalement inconséquent si je vous disais on pense que ça va générer 0,5 ou 2 points ou 8 points ou 10 points. D'abord, on ne connaît pas la durée de la crise et on n'en connaît pas la profondeur. Ce qu'on sait, c'est que la BCE ne change pas son taux. En 2008, la situation était un peu différente. Il y avait de la marge pour baisser le taux de l'argent, le loyer de l'argent. Aujourd'hui, quand le loyer est quasi négatif, c'est un vrai sujet. Donc, il y a des outils qu'il est difficile de mobiliser au niveau international. Et vous savez aussi que, malheureusement, les relations entre les grandes puissances économiques, si je parle des États-Unis et de la Chine, si je parle des États-Unis et de ses rapports à l'Europe, sont quand même pas aujourd'hui dans une situation qui spontanément conduit, etc. Moi, j'appelle de mes voeux, mais très fortement, les dirigeants à prendre la mesure de l'enjeu. Parce que si on ne joue pas collectif là-dedans, il n'y aura pas de gagnants et de perdants. Il n'y aura pas de gagnants et perdants. Mais concernant la région, du coup, jusqu'à combien vous pourriez apporter je vous dis, au jour d'aujourd'hui, en fonction de la situation, on va proposer, après en avoir discuté avec l'exécutif, on va proposer donc à la première commission permanente venue la réorientation qui va porter sur 2 millions d'euros. Mais je vous dis ça aujourd'hui, si on a l'occasion de se revoir la semaine prochaine, pour dire il semble que ça s'infléchisse dans le bon sens, on aura un peu le sourire. Si on se revoit pour dire les situations sont sensiblement plus dramatiques, il faut que nous nous portions sur tel ou tel secteur. Aujourd'hui, franchement, je ne peux pas répondre à votre question, et ce n'est pas par imprévision. Vous voyez bien qu'on est totalement mobilisé et qu'on est confronté à quelque chose dont on ne mesure pas l'ampleur. On sait que c'est très impactant, mais la profondeur, on ne la connaît pas. Mais on la suit et on sera au rendez-vous de tout ce qu'il faut être, de tout ce qu'on peut faire. Jean-Louis. Au-delà des sommes annoncées, le président a parlé de la garantie. Quand on augmente notre quantité de garantie à 80%, derrière, c'est quelques dizaines de millions d'euros de prêts qui sont mobilisés. 10-15 millions de prêts. C'est les banques qui peuvent y aller. Hein. C'est l'ampleur des moyens. On a un effet levier qui est important à travers notre dispositif. Par rapport au fonds de prévention qui est doublé là pour le coup, ça passe normalement par les tribunaux de commerce, si je ne dis pas de bêtises. C'est sûr, il y avait une intervention de leur part pour orienter jusqu'à présent oui. C'est eux en effet qui prescrivent pour apprécier la notion de difficulté de l'entreprise. Parce qu'en fait, on a une réglementation qui est un peu complexe. Il y a des entreprises où on va pouvoir anticiper. Et nos systèmes de prêt, on va pouvoir les accorder très rapidement. Et puis on va avoir des entreprises qui vont être vraiment en difficulté. Et donc là, qui vont se retrouver en échange avec le tribunal. On est encore un peu en amont du redressement. Et c'est là où il y a une préconisation, un accompagnement des mandataires. Et là, on est quand même très réactif. Hein. C'est un dispositif où le président est autorisé à agir. Donc chaque mois, on est en capacité de mettre en place notre aide. Oui, c'est une délégation prévue. C'est une délégation prévue. Alors, on va donner la parole aux personnes qui n'ont pas encore fait. J'ai pas eu encore le temps là, de travailler avec la directrice, mais on va alors. Il y a 2 temps dans le Festival des Jardins. Il y a une inauguration de l'art contemporain qui, elle, se tient, je parle de mémoire, fin avril. Et il y a une inauguration fin mars, et une inauguration premier week-end de mai du Festival international des jardins. Donc, on va très certainement, je vous ai dit, pour les choses qui vont jusqu'en avril, et on va trancher très vite. Pour les choses de mai, on va peut-être se donner un peu de temps pour voir l'inflexion. Mais à un mois, il faut qu'on soit sur des événements comme ça, capable de dire on y va, on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Donc, il faut planter. Comment ? Il faut planter. Oui, mais si on plante pour le mois de juin, il faut planter aussi, plutôt maintenant. Donc là, ça continue. Ça fait partie des choses qui pourront être en pleine lumière, pour lesquelles on va mettre cette communication renforcée pour ce qui va se passer, nous l'espérons, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, etc. Donc ça, c'est plutôt dans l'ordre du report, ces choses-là. Par contre, est-ce que l'inauguration du mois de mars sur l'art contemporain, on la tient? J'ai pas eu la directrice, donc je ne vais pas vous donner l'information. Bien évidemment, je suis très respectueux des gens qui travaillent et avec lesquels il faut partager à la fois l'analyse, la réflexion et la décision.
le personnel du lycée, si les lycées sont fermés, le personnel peut travailler, continuer leur salaire, etc. Bien évidemment, c'est tout le problème des collectivités territoriales. La notion de chômage technique n'existe pas. Et donc, on continue à verser les salaires. On continuera à maintenir, parce qu'il faut quand même que les locaux soient surveillés, entretenus, chauffage, etc., à veiller à ce que tout fonctionne normalement. Il y a des choses qui vont être un peu subtiles. Il y a des lieux, par exemple, où sont organisés des examens. Bon, il faudra regarder, un examen, ça n'amène pas forcément 500 personnes, ni 100 personnes, ça peut être quelques unités. Est-ce que les choses seront maintenues? Pour ça, je vous dis, tous les matins, on a une réunion avec le rectorat pour anticiper. Je voulais aborder un domaine sur lequel la région a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, c'est celui de l'e-sport. Il y a plusieurs manifestations comme l'Orléans Game Show et la DreamHack qui approchent. Est-ce que de ce côté-là, il y a déjà des pistes et des discussions? Pour avoir été à la DreamHack l'an passé, avec passion d'ailleurs, j'ai vu des choses assez extraordinaires, quoi. Des enfants, hein, il y en avait un qui avait 11 ans, qui avait un niveau de concentration sur ce truc, c'était absolument extraordinaire. J'ai compris qu'il dormait sur place, on m'a expliqué ça, parce que voilà, c'était pendant 3 jours, il y avait une intensité, c'est des événements qui... il y avait beaucoup de monde. Alex. Oui, on échange régulièrement avec un certain nombre d'événements. Vous évoquiez notamment aussi Chaumont. En fait, on fait la liste au quotidien de l'ensemble des événements dont on est partenaire. Il y en a beaucoup, ce qui fait que la liste grandit. On essaye de voir ce qui est reporté ou annulé, ce qui est possible de reporter. Pour la DreamHack, c'est assez compliqué parce que la saison de l'e-sport est déjà bien dense et reporter un événement de cette ampleur va être assez compliqué. Il reste aussi la question de la disponibilité, puisque si à l'automne, un certain nombre d'événements sont reportés sur cette date d'automne, on sait que ça va être un petit peu complexe. Mais au moment de notre discussion, il s'avère qu'il est très fortement probable que l'événement soit repoussé. Après, ils vont chercher des formes peut-être un peu plus allégées pour garder quelque chose. Mais c'est vrai que les grands tournois risquent de passer à la trappe parce que c'est un circuit mondial et que c'est vrai aussi pour le sport plus classiquement. Pour le sport, on va avoir des situations où on a effectivement du public, généralement. On va pouvoir continuer sur des championnats comme on le voit sur le foot à huis clos. Et puis il y a des petits clubs où ça risque d'être un peu plus compliqué, mais ça se gère plutôt mieux que la culture, où la culture c'est assez éclaté dans sa gestion. Et pour revenir sur la question de l'e-sport, il y a d'autres événements que vous avez cités, ceux-ci vont être aussi certainement annulés. Le fait est qu'à huis clos, c'est un peu compliqué ces événements, même si on peut les suivre à distance. C'est vrai que voilà, pour la DreamHack, on est très inquiet, même si on est les premiers partenaires en l'occurrence, et il est fort probable que ça soit annulé. Il y a un certain nombre d'événements de toute façon qu'on gère au cas par cas, au fil de l'eau. Là, on est sur les premiers événements qui sont devant nous jusqu'au 15 avril, et puis au fur et à mesure, on déploie, puis on est très en lien aussi avec l'État pour savoir en dessous des 1000, ce qui est bon ou pas de tenir, et ce qui est au-dessus de toute façon, à part quelques exceptions. Et donc même politique, vous aiderez à la gestion des coûts, etc., qui ont été engagés? Là, c'est la même chose. Il y a ce qu'a évoqué, mais il est un peu complété largement, vous le dire, mais pour tout, si c'est reporté, on le maintient. C'est l'objectif, ne pas rendre fragile cette structure. Si c'est annulé, il faut rentrer en considération. C'est là où intervient le cas par cas. C'est-à-dire que pour tous, on maintient. Mais le cas par cas vient vraiment sur les événements, sur la question des assurances. Pas assurance. Quel niveau d'engagement est fait au moment où on prend la décision? Quelle est la partie des engagements qui ne sera pas faite? Et on ajustera la subvention en fonction de ça. Mais ce qu'on affirme très fortement, c'est le principe de solidarité et de grande attention. Oui, je vous en prie. Sur le plan santé, M. Baudot, qu'est-ce qui est prévu si jamais ça devait se sont tués? Vous allez faire appel aux élèves en médecine, enfin, qu'est-ce qui est prévu mais vous voyez bien que dans une région comme la nôtre, c'est un sujet particulièrement sensible, parce qu'on n'a pas trop de médecins de ville, c'est un euphémisme, d'accord? C'est un moment particulièrement sensible où il faut également affirmer la solidarité. Nous sommes responsables des formations qui sont des formations paramédicales. Je sais que dans les maquettes de l'État, dans les plans de l'État,
il y a la mobilisation autant que nécessaire des jeunes qui ont choisi de s'engager dans ces formations, non pas pour commettre des actes médicaux pour lesquels ils n'auraient pas encore la certification, mais pour l'accompagnement dans les prises en charge, etc. Et bien évidemment, nous sommes favorables à ça. C'est des jeunes qui ont choisi. Il faut, dans la mesure de leur capacité professionnelle, ils puissent participer à cette grande œuvre de solidarité. Si on est arrivé dans une vision élevée de contamination, bien évidemment, on sait la pression qui existera sur nos hôpitaux, sur la médecine de ville, sur toutes les structures d'accueil. Juste pour rebondir, pour continuer, puisque vraiment c'est au fil de l'eau, puisqu'on est dans la discussion, ça vient d'arriver au moment où on parle, c'est vraiment annulé. La DREMAC sera annulée, d'accord. On évoque la solidarité, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'interrégion et compte tenu également, je dirais, de vos attributions. Est-ce qu'il y a un dialogue accru avec vos homologues? Est-ce que vous avez un contact formel? J'étais hier soir au téléphone avec 6 d'entre eux. 6 d'entre eux. On suit, on échange des informations. On se voit mardi prochain à nouveau. Parce que c'est important d'échanger sur ce qui se passe, sur les outils qu'on arrive à mobiliser. Il peut y avoir des bonnes intuitions à côté, etc. Oui, on travaille collectivement. Et ce qu'on porte en direction de l'État, je pense notamment, Jean-Louis, aux outils économiques, on le porte collectivement. Et sur le plan économique, est-ce qu'au niveau régional, il y a une cellule de crise qui vous réunit? Oui. Est-ce que vous savez, est-ce que vous suivez par exemple les demandes d'activité partielle? Est-ce que vous avez une sorte de veille comme ça? C'est suivi très directement. Quand je vous ai dit qu'on avait fait une cellule qui est une cellule avec une task force qui est l'État, la région, BPI. L'État, c'est la directe, BPI, c'est BPI, la région, c'est DEVEUP et les services économiques de la région. Il y a des échanges techniques quotidiens et nous aurons entre une fois par semaine, une réunion des décideurs, c'est-à-dire le préfet, le directeur de pays et moi-même, pour ajuster. Et s'il faut que ça passe au quotidien, on passera au quotidien, bien évidemment. On travaille là comme ça, très, très solidairement. C'est dans cet esprit qu'on a décidé que le réseau, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire sur l'augmentation du niveau de garantie, il faut que ce soit partagé par le réseau bancaire. Donc demain soir, réseau bancaire au complet, mesdames et messieurs les banquiers, comment on fait, comment on réagit. Il y a des discussions. Est-ce qu'on est sur des prêts moyen terme? Est-ce qu'on est sur des logiques de ligne de trésorerie? Parce qu'à mon avis, ça peut se jouer sur des choses qui sont assez immédiates. Donc on va suivre ça avec eux. Et à ce jour, vous avez déjà été informé d'entreprises en difficulté qui nécessiteraient une activation de ces dispositifs? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt le public, je dirais des artisans, commerçants, secteur de l'hôtellerie qui commence à être touché. Le secteur des PME, PMI, on ne le voit pas encore. On n'a encore pas d'alerte, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, parce qu'on sait que les choses vont venir. Moi j'ai un point à 17h avec les collègues là, pour examiner ces points-là. Puis comme l'a évoqué le Président, demain on réunit vraiment toutes les branches professionnelles pour faire un point un peu de détail. Et on voit, et le Président évoquait tout à l'heure le secteur agricole. On n'avait pas spontanément repéré dans un premier temps, qui aujourd'hui nous alerte sur un certain nombre de sujets, je crois. Donc on est vraiment qu'au début, mais ce qui est important, c'est de se préparer. Je pense que le boulot qu'on fait au niveau technique, qu'on fait au niveau politique, et c'est très très important que il est d'anticipation, ce serait, mais s'il est en avance de phase. Il est en avance de phase. Quand je vous dis, en gros, pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui plus de 20 millions d'euros qui sont mis à disposition pour réagir. Quand on fait avec l'équation que donnait Jean-Louis tout à l'heure, quand on dit on va intervenir en garantie à 80% avec la BPI, ça libère 17,7 millions pour agir, pour les banques. OK? Effet levier, 17,7 millions. Quand je vous dis 2 millions d'euros sont mobilisés dans le cadre du fonds de prévention. Quand je vous dis 1 million mobilisé dans le cadre de croissance TPE qu'on oriente sur ces entreprises, ça fait un peu plus de 20 millions, entre 20 et 21 millions qui sont mobilisés. Et moi, je préfère qu'on fasse ce travail-là
au moment où on voit monter la vague, mais où on n'est pas pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible, analyse possible des situations. À propos des groupements de prévention, des entreprises qui pourraient s'entraider, c'est vous qui les mettez en contact? Alors ils existent, ces groupements de prévention, mais ils passeront par la task force. Ils existent, et derrière, c'est comme l'a dit le Président, c'est aussi en territorialisant les choses. Hein. Nous, au niveau de DEVEP, on est organisé par département, et on est en lien avec ces groupements de prévention qui sont présents dans chaque département, et comme l'évoquait le Président, c'est unique en France. Il y a des GPA qui existent dans des départements, dans d'autres régions, mais le fait qu'on ait une couverture régionale, c'est assez singulier. Eh bien, on vous remercie.